donc l'époque du bronze ancien, et commencer l'époque du bronze moyen. Bien, on était arrêté la dernière fois aux armes, ce qui concerne les armes. Les armes à l'époque du bronze ancien. Bronze ancien, je vous rappelle, longue époque qui couvre à peu près finalement tout le troisième millénaire, donc avant Jésus-Christ, puisque ça part de 3100 avant Jésus-Christ jusqu'à 2100 à peu près. Bon, on va voir qu'il y a justement des grandes controverses aussi pour savoir à quelle période il faut faire débuter l'époque du bronze moyen, mais enfin ça, n'anticipons pas. Donc à cette période, il y a d'abord une première constatation à faire quand nous parlons des armes, c'est que les armes sont quand même assez rudimentaires. D'abord, on ne connaît pas le casque, si bien que l'arme essentielle que l'on va trouver à cette période-là, donc la plus simple à fabriquer aussi, c'est le casse-tête, ou la masse d'armes, si vous voulez. C'est notamment ce que l'on trouve sur la palette du roi Narmer, dont on a parlé la dernière fois, donc première dynastie égyptienne, où le roi est représenté anéantissant ses ennemis, qu'il tient par les cheveux d'une main, et avec l'autre, il s'apprête à leur fracasser le crâne avec un objet justement qui est effectivement un casse-tête. On trouve sur les bas-reliefs égyptiens, également d'ailleurs en Mésopotamie, le même type d'arme. Et on peut aussi trouver éventuellement dans les tombes des objets qui avaient justement pour fonction d'être des casse-têtes. Alors on trouve plusieurs formes de casse-tête. D'abord, le casse-tête le plus primitif, c'est une pierre ronde que l'on a percée et dans laquelle on a introduit un manche en bois, après l'avoir évidemment fixé solidement autour de ce manche. Assez rapidement, l'objet est un peu plus sophistiqué, dans ce sens qu'on se rend compte que s'il a des arêtes vives, le casse-tête est beaucoup plus efficace. Et c'est ainsi que la plupart des casse-têtes qu'on trouve dans les tombes, d'ailleurs qu'on trouve aussi sur les bas-reliefs, a grosso modo cette forme. Voilà, c'est une pierre taillée comme ça. Bon, ici, alors évidemment, on creuse un axe et on fixe un manche. Quoi. Bon. Alors vous comprenez, quand on tape avec cette partie du casse-tête, ça fait un peu plus mal quand même, quoique quand on tape autrement. Bon. Alors, il y a différents angles Bon, il peut y avoir aussi des formes comme ça. Voilà, comme ça. Bon. Et puis alors, on trouve aussi à la fin de la période, alors une autre, un casse-tête un peu plus sophistiqué, qui lui a cette forme-là. Voilà, comme ça, toujours ici, l'axe central, à lequel... Alors, donc ici, ça permet, voyez-vous, de faire passer à l'adversaire des bons moments, quoi. Ou plus exactement, de ne pas se rendre compte de ce qui lui arrive, c'est beaucoup plus rapide, tant mieux. Bon, voilà, donc ça, si vous voulez, ça, c'est l'arme la plus primitive qu'on trouve. Assez rapidement, évidemment, on va se rendre compte qu'il y a un moyen qui permet de parer à ce genre de problème, c'est le casque. Et le casque métallique, à partir du moment où d'abord, bon, le casque peut être en cuir aussi. Évidemment, les casques en cuir n'ont pas laissé de traces, bien évidemment. Par contre, on commence aussi à créer des casques de métal. Bon, en général, les casques à cette période-là sont mixtes. C'est-à-dire qu'ils ont une armature métallique sur laquelle on a fixé justement une protection en cuir. Pour une bonne et simple raison, c'est que le travail du métal à cette période-là est encore extrêmement rudimentaire. On est quand même ici au début du bronze ancien, donc à une époque où la métallurgie est quand même encore assez embryonnaire. Alors, à partir du moment où on fabrique des casques, bon, c'est toujours la fameuse dialectique de l'épée et de la cuirasse que connaissent tous les stratèges, hein, ça c'est classique depuis les origines jusqu'à nos jours. Il faut dire que la protection qui était assurée par ces casques primitifs contre les casse-têtes était assez aléatoire. Hein. Bien sûr, avec le temps, le casque va s'améliorer,
de telle sorte qu'au bout d'un temps, les casse-têtes vont être pratiquement abandonnés au profit d'armes beaucoup plus performantes que ne sont ces armes primitives. Alors, à côté du casse-tête, il y a une autre arme qui apparaît à l'époque du Bronze Ancien, c'est la hache de guerre. La hache de guerre, on la trouve dans tout le Moyen-Orient, et notamment, ce qui provoque son invention, c'est justement le casque de combat. Et les plus anciennes haches que l'on connaisse apparaissent à l'époque dynastique sumérienne, à Ur en particulier. C'est Sir Leonard Woolley qui a découvert ces premières haches, qui ont grosso modo cette forme. Voilà. Et là, évidemment, on fixait le manche. Hein. Alors, bon, ça c'est peut-être un petit peu trop gros ici, comme ça, c'était. Bon, alors vous comprenez que on avait cette partie-là qui perçait éventuellement le casque. Donc ça permettait justement, c'était toujours de la dialectique de l'épée et de la cuirasse, ça permettait justement de percer la cuirasse. Bon. En Mésopotamie, bien sûr, c'est la civilisation la plus avancée à cette période-là. Donc c'est forcément dans cette région que l'on va trouver le maximum de casques. Par exemple, on a un bas-relief qui doit être au British Museum, si je ne m'abuse, qu'on appelle le standard d'Ur, où sont peints sur des bas-reliefs de tombes à Ur en Mésopotamie, donc des représentations de l'armée du roi. Et c'est très intéressant de voir que la plupart de ces guerriers sont équipés de casques. C'est la première fois donc que l'on trouve un casque à grande échelle. En Égypte, le casque de combat va aussi évidemment se développer un peu après cette période. Ici on est à peu près à la fin de la période, hein, quand même on est ici vers 2600 avant Jésus-Christ à peu près. Et donc c'est vers 2300 que en Égypte ça va se développer, le casque de combat, donc avec un petit retard. Et les haches égyptiennes, alors pour justement parer à ce genre de problème, vont être un petit peu différentes. Les haches, on va comme ça, voilà. Ici, donc, hein. Alors le manche va être ici, voilà, et le tranchant est là, quoi. Le tranchant est là. Bon. On en a aussi alors d'autres qui ont cette forme-là, avec ici un trou au milieu, hein. Voilà, un trou au milieu, il semble que, donc, si vous voulez, là, le manche était perpendiculaire, et que on frappait, donc, c'était plutôt comme une espèce de binette, quoi, une espèce de pioche, hein. On frappait avec cette partie-là, le tranchant, sur la tête de l'adversaire. Bon. Dans le reste du Moyen-Orient, le casque de combat se développe beaucoup moins. Par contre, on comprend très vite l'intérêt qu'il y a justement d'avoir une hache qui est quand même si l'adversaire n'est pas équipé de casque, c'est une arme quand même beaucoup plus performante que ne l'est le casse-tête. Donc si vous voulez, à partir de la fin de la période du Bronze Ancien, la hache se développe un peu partout au Moyen-Orient. Et alors, on a un type de hache qu'on trouve par exemple en Israël, et notamment qu'on trouve à Jéricho, qu'on appelle la hache epsilon, à cause de sa forme. Alors, elle ressemble grosso modo à ça. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez, ça c'est, alors, le tranchant est ici. Hein. Et alors donc, on met ici un bâton. Hein. Voilà, pour fixer l'arme. Voilà. Bon. Alors, vous avez différentes formes, ça veut dire que vous avez une courbure plus importante selon les endroits. Et vous avez un autre type de hache aussi qui est directement inspiré de la hache epsilon, parce qu'on se rend bien compte, évidemment, tu ne vois pas, David ? On se rend bien compte que le point faible de la hache epsilon, c'est ici. C'est l'attache. Hein. Alors, on crée, et on retrouve un autre type de hache, qui alors est une hache pleine. Comme ça. Je vais voir. Est-ce que je peux miser ici? Voilà, c'est ça. Et alors ici, ce sont des trous. Hein, des trous. Alors, le tranchant est ici, bien entendu, et on se rend compte que le manche était fixé comme ça.
Et donc, si vous voulez, la hache était vissée sur le bois, hein, sur le bois par, on mettait des clous, des vis ou des rivets. Elle était donc fermement maintenue, voyez-vous, sur le manche, et donc beaucoup plus solide que ce type de hache epsilon. Hein. Maintenant, on trouve aussi dans ce type de hache une autre forme, carrément, alors là, beaucoup plus bombée. Que vous pouvez effacer? Vous avez tous... Oui? Non? Répondez pas tous à la porte, oui. Je ne sais pas si... Alors... Voilà. Et on trouve par exemple ici simplement 3 trous, donc elle était vissée ici à 3 endroits. Alors évidemment, le fait qu'elle était beaucoup plus large que ce type de hache, vous comprenez qu'on avait une capacité de frappe, une force de frappe, on dirait aujourd'hui, beaucoup plus importante qu'avec une hache ici qui était donc, faisait peut-être, je ne sais pas moi, 7-8 cm de largeur, tandis qu'ici on arrivait à 12-15 cm, quoi. Hein. Donc ici on avait une capacité de frappe beaucoup plus importante. Bien, maintenant, c'est surtout en Égypte que se développe ce type de hache, et à partir de l'Égypte, en Israël, Syrie. Maintenant, c'est aussi l'époque où commence à apparaître l'épée. L'épée qui va devenir évidemment par la suite l'arme essentielle de la guerre ancienne. Mais, si vous voulez, à cette époque-là, l'épée est encore une arme rudimentaire par rapport à la hache, pour une bonne et simple raison, c'est que les alliages métalliques sont peu fiables. Hein. Et le bronze tel qu'on le construit à cette période-là, qu'on fabrique à cette période-là, est un métal très cassant. Donc il est impossible d'avoir des épées longues. Et le maximum de longueur qu'on trouve aux épées de cette période-là, c'est 40 cm. Autant dire que c'est presque un couteau de cuisine. Oui, c'est ça. Maxi. La plupart des épées ne font pas cette taille-là. Et alors, on a trouvé justement des épées de bronze dans cette période-là qui ont grosso modo cette forme. Avec ici des... Alors, on mettait un manche ici, comme ça, quoi. Bon, alors, si vous voulez, c'était le raccord avec le manche en bois était de toute façon très faible. La section était extrêmement importante. Hein. Pourquoi? Parce que si elle était moins importante, l'arme se cassait. Donc, automatiquement, c'était une arme qui était difficile à manier. Le tranchant, donc automatiquement, vu que très vite l'arme s'élargissait, si vous voulez, automatiquement ça faisait que le tranchant était pas terrible, quoi. Hein. Si bien que on trouve peu d'épées à cette période-là, beaucoup moins d'épées qu'on ne trouve de haches, pour la raison que nous avons évoquée ici, parce que c'est une arme finalement qui est une arme peu fiable. Bon, ensuite on a... Alors, un autre type d'arme qui se développe à cette période, c'est le javelot. Un javelot, alors, très particulier. Bon, il faudrait aussi qu'on parle de l'arc et des flèches. Arc et flèches sont parmi les armes les plus anciennes aussi. Hein. Il faudrait presque les mettre au rang du casse-tête. Alors, évidemment, dans la mesure où l'arc est fabriqué avec des matériaux périssables, du bois au départ essentiellement, des cordes, automatiquement, on n'a pas retrouvé d'arc et de flèches. Par contre, on a retrouvé des têtes de flèches. Les têtes de flèches, qui datent déjà de l'époque chalcolithique, sont de deux types. On trouve d'une part des flèches, des têtes de flèches en pierre, hein, fixées sur des bouts de bois, évidemment. Et puis on trouve des têtes de flèches en ivoire, surtout dans la culture de Beersheba, dont nous avons parlé, qui faisait en ivoire, plus exactement en os. Hein, en os, il y a aussi parfois de l'ivoire, mais c'est surtout en os. Et il faudra attendre l'époque du bronze moyen pour qu'apparaissent des têtes de flèches en métal.
le métal est trop précieux à cette période-là pour qu'on le gaspille à des armes qui de toute manière ne seront pratiquement plus utilisées. Une flèche, quand elle a été tirée une fois, bon, on peut les ramasser après le combat évidemment, mais enfin, en principe, une flèche, c'est une arme qui est faite pour être utilisée une fois. Le métal est tellement précieux qu'on ne va pas gaspiller avec en faire des têtes de flèches. Maintenant, il est possible aussi qu'il y avait des flèches qui étaient tout simplement faites de bois durci au feu, de bois pointu, hein, empennés bien entendu, ce qui était évidemment la flèche la plus commune aussi à cette période. On utilisait les flèches avec des têtes uniquement pour la chasse essentiellement des grands animaux. Hein. Pour la guerre, c'était certainement des flèches beaucoup plus simples à cette période-là. Par contre, on va développer le javelot. Le javelot, alors, et c'est très curieux parce qu'on va avoir des grandes têtes de javelot en métal, hein, qui vont avoir à peu près cette forme-là. Avec ici une espèce de... Voilà, toute cette partie est travaillée pour être tranchante. Hein. Donc voilà, jusque-là simplement. Et puis alors, donc ici, bon, voilà, c'est en manche. Bien entendu, le manche il a disparu, on ne le retrouve pas. Hein. Par contre, ici on aperçoit deux fentes dans le métal qui servaient justement à fixer la pièce de métal sur la pièce de bois qui lui servait de support, qui lui servait de manche. On a une autre forme de javelot, alors, qui est comme ça, avec donc ici une pointe de métal comme ça, et puis ici, voilà, comme ça. Bon. Avec ici une... Voilà. Alors, ça permettait ça de rentrer dans le bois, cette partie-là, était recourbée, et ça fixait l'arme d'une manière beaucoup plus solide que dans ce type de javelot. Maintenant, à quoi servaient ces javelots sont très grands. Ils faisaient les têtes ici font entre 30 et 40 cm. Hein. C'était donc pas des armes de jet, vraisemblablement. Elles étaient emmanchées certainement sur des manches qui devaient faire au moins 2,50 m de longueur. Et on pense que ça pouvait être utilisé pour le siège des villes. À cette époque-là, on ne connaissait pas le bélier de siège, et pour ce qui est des villes fortifiées, ce type de javelot permettait d'atteindre le sommet des murailles. On restait à l'abri en bas, et avec ces grands javelots, on essayait de chahuter un peu les ennemis qui étaient en haut, et les empêcher donc de vous balancer sur la tête différents projectiles, histoire de vous mettre hors de combat. Donc, si vous voulez, le javelot, ce type de javelot n'est pas, encore une fois, à ces époques-là, vraiment une arme de jet, mais une arme de siège, vraisemblablement. Donc, si vous voulez, voilà en gros les différents types d'armes qu'on trouve à cette époque-là. Donc, au début de la période, le casse-tête, puis, avec l'apparition du casque, il fait place à la hache, essentiellement donc la hache epsilon, comme on l'appelle, qui est typique dans la région et aussi en Égypte. Ensuite, timide apparition de l'épée, et puis donc pour le siège des villes, le javelot. Voilà. Maintenant, parlons aussi de l'architecture. La dernière fois, on a parlé des fortifications. Maintenant, l'architecture des villes. L'architecture qui a le plus, qu'on retrouve le plus dans les fouilles archéologiques, c'est tout ce qui a un caractère public. Et dans les civilisations anciennes, les bâtiments publics essentiels sont les temples. Or, justement, à l'époque du Bronze Ancien, ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on trouve peu de temples, peu de restes de temples en Israël. Le temple le plus ancien que l'on retrouve dans cette région, nous l'avons vu la dernière fois, c'est le temple d'En-Gedi, à l'époque chalcolithique. Et à l'époque qui nous intéresse, à l'époque du Bronze Ancien, les plus anciens temples que l'on va trouver sont 3 temples que l'on trouve à Megiddo. 3 temples qui sont côte à côte, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc dans les couches de l'époque du Bronze Ancien, et qui, justement, sont bâtis sur le modèle du temple d'En-Gedi. Ça veut dire qu'il y a eu une continuation
de la tradition architecturale et donc la tradition religieuse qui a commencé à l'époque précédente, c'est-à-dire à l'époque chalcolithique. Par exemple, bon, ils sont un peu plus sophistiqués peut-être que, c'est-à-dire qu'ils ont des halls, par exemple, vous avez ici un entrée, et puis donc ici, oui, comme ça, ici donc on a l'hôtel où se trouvait la statue, et puis ici on a à l'entrée deux piliers qui devaient soutenir un portique ou un fronton qui avait une fonction essentiellement décorative, si l'on peut dire. Ça, c'est le premier temple, le plus ancien. On a ensuite un autre juste à côté, comme ça, qui lui ressemble comme un frère, qui est un tout petit peu... Enfin, il est finalement exactement le même, si vous voulez, comme ça. Voilà. Mais il a une petite différence, c'est qu'ici, il y a des dépendances. Il y a des dépendances sur le côté. Il y a des dépendances sur le côté qui devaient être... bon, ça c'était le sanctuaire proprement dit. On a aussi alors 4 colonnes par contre. On a une colonne ici. Voilà, 4 colonnes. Et là, il devait y avoir des entrepôts où l'on mettait les trésors, les offrandes qui étaient apportées au temple. Peut-être ça servait aussi de sacristie pour les prêtres. Enfin bref, c'était une dépendance qu'on a assez mal identifiée, dont on a assez mal identifié finalement la fonction. Et puis alors ici, on a un troisième temple. Alors là aussi, construit sur le même modèle, alors on voit qu'il est beaucoup plus sophistiqué parce que les dépendances qui sont encore rudimentaires dans le deuxième temple sont aussi ici beaucoup plus importantes. On en a une ici comme ça, on en a une ici comme ça, voilà, ici. Et puis là, on a le temple proprement dit, voilà, donc bâti sur le même modèle que les temples précédents. Avec ici, donc. Alors ici, on a aussi alors des colonnes. Et l'autel se trouve ici. Contrairement au... Il y a un autel ici, et puis dans cette partie-ci, il y a un autel ovale. Bon, il y a aussi donc 4 colonnades comme l'autre, comme le deuxième. Voilà. Pourquoi? Bon, est-ce qu'on adorait deux divinités, un dieu et sa parèdre? C'était quelque chose qui arrivait aussi souvent. Finalement, cet autel-là semble plus important que celui-là. Bon, comme on n'a pas de documents écrits non plus à cette période-là, il est difficile de dire à quoi exactement ces 3 temples-là correspondent. Maintenant, quand on les a fouillés, on s'est rendu compte que, surtout le premier, là, il avait été reconstruit à l'époque du Bronze Ancien sur les ruines d'un temple plus ancien, qui datait justement de l'époque chalcolithique, c'est-à-dire qui était grosso modo contemporain, enfin un petit peu plus jeune que le temple d'Enguedi. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que ces temples sont à la fois donc la poursuite, si vous voulez, d'une tradition ancienne qui date de l'époque chalcolithique, mais avec des éléments nouveaux, et notamment au niveau poterie. On a des poteries nouvelles qui montrent que finalement étaient arrivées dans la région nord du pays en tout cas, à cette période-là, des populations nouvelles qui avaient adopté, en plus de leurs propres traditions, des traditions anciennes, des traditions locales qui existaient déjà avant eux dans cette région-là. Et maintenant aussi, ce que l'on peut dire, c'est que on a trouvé justement des armes qui avaient été apportées dans ces temples comme des ex-votos, ça veut dire justement des offrandes qui avaient été faites à la divinité, et notamment justement des haches de type epsilon, de type égyptien, donc semblables à celles que nous avons justement rencontrées tout à l'heure. Il y a un autre temple aussi qu'on trouve bâti à peu près sur le même modèle, mais qui est beaucoup plus simple et qui se trouve à Arad, dans le désert du Negev, proche de Beersheba, donc, si vous voulez, aussi assez proche d'Engedi, et qui lui alors est un temple tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, avec simplement ici 3 colonnes. Voilà. Il n'y a même pas d'hôtel à l'intérieur, du moins rien qui en tienne véritablement lieu.
Et il est un petit peu différent de celui des temples de Megiddo. Il est beaucoup moins sophistiqué que les temples de Megiddo que nous avons envisagés. Temples de Megiddo qui sont d'ailleurs en service, il faut bien le dire, pendant toute la période. Et qui ensuite, au bronze moyen, on reconstruira des temples sur le même endroit. Donc là, il y a une très très longue tradition qui va se créer, une tradition cultuelle qui va se créer à Megiddo. Et vous savez qu'à la fin de la période biblique, la période du Premier Testament, on trouve dans le livre de Zacharie l'allusion à un culte qui avait lieu à Megiddo, le deuil d'Adad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Adad-Rimon, Adad c'était un dieu cananéen extrêmement populaire dans tout le Moyen-Orient à cette période-là. C'était d'ailleurs celui que l'on appelait le Baal. Baal, finalement, c'est le Seigneur, tout simplement. Mais le dieu que l'on appelait Baal n'était autre que le dieu Hadad. Et il y avait donc Megiddo, semble-t-il, d'après ce que nous dit Zacharie, encore de son temps, était l'endroit d'un culte d'Hadad qui était certainement très très vénérable. Et il est tout à fait possible que les trois temples en question aient à voir justement avec le culte d'Hadad et s'apparaître donc à Shéra, à Astarté si vous voulez, qui lui était associé aussi dans les cultes cananéens. Donc si vous voulez, à ce moment-là, ce serait une tradition extrêmement ancienne qui remonte très loin dans le temps, que ces cultes qui nous sont d'ailleurs dénoncés dans la Bible, puisqu'ils ont été les cultes rivaux du culte de l'Éternel pendant toute la période du Premier Testament. Alors, à Arad, on trouve donc, comme je dis, un culte beaucoup plus simple. Là, on a affaire à une autre population. Bon, d'une part, il y a quand même une certaine continuité, on l'a vu avec la culture d'Engedi de l'époque chalcolithique, mais beaucoup plus simplifiée. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est dans une région inhospitalière, beaucoup plus difficile au point de vue peuplement que, bien sûr, dans la région de Megiddo, qui est une région extrêmement fertile. Et là, on a vraisemblablement affaire à des peuples d'origine bédouine, d'origine nomade, pour lesquels, justement, Arad devient un sanctuaire. Arad, qui est une grande ville, on l'a vu la dernière fois, elle est fortifiée très fortement à cette période-là. Mais le temple est assez frustre. Le temple est assez frustre parce que, justement, les populations qui se sont sédentarisées dans la région sont des populations d'origine bédouine, nomade, et par conséquent, elles vivent d'une manière en général assez simple, et elles ont un culte certainement beaucoup plus simple que les populations beaucoup plus raffinées qui sont dans le nord du pays. Bon, maintenant on trouve aussi un autre temple à la période du bronze ancien 3, dans un site qui est très important pour l'époque du bronze ancien Israël, qui est le site de Beth Yerar. Beth Yerar, c'est un site qui se trouve au sud du lac de Tibériade et dans lequel nous avons vu à l'époque chalcolithique apparaître une civilisation extrêmement importante. Beth Yerar est à l'époque chalcolithique un grand centre culturel de la région du pays d'Israël et nous retrouvons à l'époque du bronze ancien l'importance de ce centre de Beth Yerar. Beth Yerar, où nous trouvons un temple qui ressemble justement aussi au temple précédent, mais aussi où on trouve des structures tout à fait étonnantes. On trouve une espèce de quadrilatère, si vous voulez, qui a à peu près cette forme. Et là, on trouve des espèces de structures comme ça, circulaires. Ainsi de suite. Tous sont construits sur ce modèle-là. Donc si vous voulez, si on fait une coupe de cette structure, on trouve ici donc la muraille, et puis ici, donc en pierre, et puis ici des espèces de petits murets, voilà, qui font quelque chose comme ça. Bon, évidemment, cette structure qui est unique, dont on ne trouve aucun autre équivalent nulle part, ont considérablement intrigué les archéologues. Et finalement, le professeur Yadin
a proposé une explication de cette structure spéciale de Beth Yérar à partir de bas-reliefs égyptiens. De bas-reliefs égyptiens où il nous est dit, où nous trouvons justement des... voilà, en gros, si vous voulez qu'on trouve sur les bas-reliefs égyptiens, sur deux niveaux, hein, sur voilà, deux niveaux comme ça. Vous savez, les Égyptiens ignoraient la perspective, les artistes égyptiens ignoraient la perspective. Alors on trouve les choses comme ça. Voilà, et avec ici, d'ailleurs, si je fais autre chose, voilà, voilà comme ça. Et puis on a un deuxième niveau ici, où on trouve la même chose. Voilà, des édifices comme ça. Et alors, sur la rangée du bas, alors on voit ici une échelle. Et un personnage qui est installé là-haut et qui est en train de farfouiller là-dedans par une ouverture qui se trouve à cet endroit-là. Et Yigal Yadin a fait un rapprochement avec des structures un peu semblables qu'on trouve aussi dans la vallée des rois en Égypte, hein, dans les anciennes capitales égyptiennes, qui existent d'ailleurs encore aujourd'hui, finalement, chez les fellahs de la région du Nil, qui sont des silos à grains. Des silos à grains dans lesquels étaient entreposées donc les récoltes. Et alors donc, on faisait rentrer donc ici le grain par des ouvertures qui étaient situées ici en haut. Et puis, quand on en avait besoin, il y avait une ouverture ici dans le bas. Et si vous voulez, le grain sortait comme ça, par gravitation. Or, vous savez que selon le texte biblique, pendant les années d'abondance où Joseph a été au pouvoir en Égypte, il a entreposé du grain. Et quand sont venues les années de famine, eh bien, ce grain a été disponible non seulement pour les Égyptiens, mais également pour les peuples voisins, dont les Israélites, les frères de Joseph, qui sont venus en acheter. Et le professeur Yadin pense que finalement, cette technique était une technique égyptienne au départ, s'est développée aussi dans cette région de Beth Yérar pour la même raison, si vous voulez, que celle qu'on trouve en Égypte, parce que Beth Yérar est située donc sur le cours du Jourdain, à la sortie du lac de Tibériade, donc au sud du lac de Tibériade, et par conséquent, c'est une région qui permet des cultures assez fertiles et qui permettait justement du stockage de grains. Comme Beth Yérar était un grand centre, il est possible qu'à son petit niveau, on peut dire cette ville servait aussi de réserve pour les populations de la région qui venaient y entreposer leurs grains, exactement comme l'Égypte, quelques siècles plus tard, évidemment, enfin, bon millénaire plus tard, en fin de compte, a servi aussi pour Joseph, hein, pour le ravitaillement. Bon, il faut dire qu'en Égypte, déjà à cette période, évidemment, toutes ces structures étaient utilisées. Là, on est aussi en Égypte, ces bas-reliefs datent de l'époque des premières dynasties, c'est-à-dire de l'ancien empire égyptien. Et alors là, donc, ils ont dû faire école, à moins que ce soit carrément des Égyptiens qui se soient venus s'installer dans cette région-là. La palette de Narmer, dont nous avons parlé la dernière fois, montre que les Égyptiens avaient pénétré d'une manière très profonde dans le pays d'Israël à cette période, et ils avaient atteint le Liban, la ville de Gval en particulier, qui était une véritable colonie égyptienne dès l'époque du Bronze Ancien, parce que les Égyptiens n'avaient pas de bois, il n'y a pas de bois en Égypte. Bon, déjà à cette période, les pharaons développent une flotte importante. La navigation commence déjà à cette période-là. On trouve même des représentations des barques, ou des barques entières d'ailleurs, même dans certaines pyramides. Et bon, déjà les Égyptiens avaient navigué à la fois en Méditerranée et en mer Rouge. Peut-être même naviguaient-ils au-delà dans l'Atlantique, hein, peut-être même jusqu'en Amérique. Vous savez qu'il y a des points communs extrêmement troublants entre les civilisations précolombiennes et la civilisation égyptienne, notamment justement la civilisation égyptienne
de l'époque de l'Ancien Empire. Bon, il y a toutes les théories qui reprennent maintenant un sens nouveau de l'existence d'un continent entre l'Afrique et l'Amérique à cette période-là, le fameux Atlantide dont il est question chez Platon. Et les travaux qui ont été faits, les travaux de recherche océanographique qui ont été effectués par les Russes pendant les années 70-80 ont découvert des choses très très troublantes, notamment des restes d'installations humaines sur la dorsale qui se trouve au centre de l'Atlantique, ce qui prouverait justement qu'à cette période, cette région était émergée et peuplée, et que ce serait peut-être ce qui aurait permis justement à la civilisation égyptienne d'atteindre les rivages de l'Amérique du Sud en particulier, et par conséquent ici de donner naissance aux civilisations précolombiennes qui, comme on a dit, ont des points communs extrêmement importants avec l'Égypte ancienne. Bon, donc est-ce que les Égyptiens ont colonisé la région de Beth-Yara et en ont fait un arrière-pays justement pour servir de base à leur emprise essentiellement sur, on a vu, le Liban, Liban qui était pour eux tellement important parce que justement, à partir des cèdres du Liban, ils fabriquaient les bateaux dont ils avaient besoin pour leurs entreprises de navigation. Maintenant, les Égyptiens avaient besoin de bois pour d'autres raisons aussi, c'était pour les cercueils. Les cercueils de leur roi en particulier, vous savez, la momification, etc. Et alors, le bois de Byblos, le bois de Gval, était extrêmement important à cette période-là. Alors, donc, il est possible que Beth-Yara ait été, en fin de compte, occupé par les Égyptiens, d'où justement des structures qui sont typiquement égyptiennes à cette période. Bon, quelques mots maintenant de l'art de l'époque. À Jéricho, par exemple, on a retrouvé une tête de bovin, sculptée, qui vraisemblablement avait une signification cultuelle. Le culte du bovin a toujours été très très développé dans cette période-là, y compris en Égypte d'ailleurs, avec le culte de la déesse Hathor, qui était la déesse vache, la déesse qui soutenait aussi la voûte céleste finalement. En Mésopotamie et en Syrie en particulier, on avait le culte du dieu Hadad dont nous avons parlé justement tout à l'heure, qui était représenté sous la forme d'un taureau. Le Baal, par exemple, dans le mythe d'Ougarit, le Baal est représenté sous la forme d'un jeune taureau, ce qui est vraisemblablement aussi à la base du culte du veau d'or, tel qu'on le trouve défini dans la Bible. Bon, le veau d'or peut avoir deux influences finalement, soit une influence nordique avec le culte du Baal, soit une influence égyptienne avec le culte de la déesse Hathor. C'est possible aussi dans la mesure où les Israélites sortis d'Égypte, évidemment, étaient marqués par les cultes au milieu desquels ils avaient vécu, et d'autre part les Kéniens. Les Kéniens qui étaient une famille proche de Moïse, puisque Jéthro et donc Tsipora, la femme de Moïse, était d'origine kénienne. Médianites, Kéniens, tout ça c'était pareil. C'était des noms différents pour des tribus proches. Et on a retrouvé justement dans des campements madianites dans la région de Timna un culte, un sanctuaire dédié à la déesse Hathor, qui avait d'ailleurs été détruit et reconstruit par les Kéniens. Mais on a retrouvé aussi donc des représentations de vaches en bronze. En bronze, donc semblable au veau d'or dont il est question dans la Bible. Le veau d'or qui était peut-être en bronze, recouvert, plaqué or, peut-être pas entièrement justement d'or. Bon, auquel cas la Bible aurait parlé justement d'or pur. Quand un objet est entièrement d'or, la Bible précise qu'il s'agit d'or pur. De l'or, c'est simplement, quand la Bible nous parle d'or, tout simplement, ça veut dire que c'est un plaquage. L'objet n'est pas entièrement fondu dans de l'or. Bien. Donc, dès cette période à Jéricho, on trouve le culte du bovin. Alors, divinité mâle ou divinité femelle, bon, ça, évidemment, l'absence de source écrite ne nous permet pas de conclure à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi un objet que l'on va commencer à trouver dans
les fouilles archéologiques à cette période-là dans tout le Moyen-Orient, ce sont les sceaux. Le sceau se développe en même temps que l'écriture, finalement, même si ce n'est pas toujours quelque chose qui présente l'écriture. Mais le sceau est quelque chose qui appartient à des grands personnages, est un objet qui appartient à des grands personnages, et des rois, des magistrats, des prêtres, hein, et grâce auxquels ils vont signer. Hein, ça correspond à la signature d'un contrat, etc. Alors, les sceaux les plus anciens sont des sceaux sous forme cylindrique. Cylindrique percée, et sur laquelle on a gravé soit le nom du propriétaire, soit tout simplement des symboles qui le représentent. C'est le cas notamment avant la création de l'écriture, ou bien à une époque où l'écriture n'est pas encore très répandue ou n'est pas encore très développée. Les sceaux cylindriques sont essentiellement originaires de Mésopotamie, parce que justement la Mésopotamie est un pays qui, on l'a vu, utilise pour écrire des tablettes d'argile molle. Et alors, ces tablettes, elles permettent justement à celui qui les écrit, dans un contrat ou n'importe quoi, de signer grâce à son sceau. Alors, si vous voulez, le sceau se présente comme je l'ai dit, comme un cylindre qui est placé sur un axe. Alors, si vous voulez, on prend comme ça. Hein. Alors, je ne sais pas, il y a un axe. Ici quelque chose qui pourrait en faire. Non, je n'ai rien. Bon, enfin, imaginez un axe, hein, comme ça. Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai des gravures. Hein. Bon, alors, je fais tourner ce seau comme ça sur l'argile molle, et tout ce qui est en relief sur le seau va venir en creux sur l'argile. Donc, le nom du personnage, ou bien le symbole qui le représente, va venir s'imprimer dans l'argile, automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de l'écrire, si vous voulez, avec un stylet ou avec un poinçon. Hein. Et les sceaux qu'on trouve à cette période-là sont très intéressants. Hein. Si vous voulez, ça vous donne une espèce de bande. Si tu vas au musée du Louvre, tu en verras des dizaines là-bas. On voit à la fois le sceau, puis ensuite les archéologues ont repris le motif, si vous voulez, en développant le sceau, justement, sur de l'argile qu'ils ont cuit aussi selon les techniques anciennes. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que souvent, sur les sceaux, sont représentées des scènes mythologiques. Les dieux sont représentés. Par exemple, on a le thème du dieu Hadad qui chevauche le taureau. On a des scènes qui représentent le jardin d'Éden, c'est très intéressant. On voit par exemple sur un sceau un arbre autour duquel est entouré un serpent, et on voit deux personnages, un homme et une femme, qui sont de chaque côté de l'arbre et en train de dialoguer avec le serpent. Hein. On voit... Bon, le motif du serpent est très très répandu aussi à cette période-là. Le serpent était une divinité finalement. Il était symbole dans l'Orient ancien. Le serpent était le symbole de l'immortalité parce que justement le serpent change de peau et il mue. Et les anciens croyaient finalement que le serpent était un animal qui était éternel parce qu'on retrouvait sa peau et ensuite un nouvel animal. Ils ne se rendaient pas compte que le serpent finalement finissait par mourir comme tous les autres êtres vivants finalement. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une quasi-divinisation du serpent dans l'Orient ancien. La Bible évidemment, comme toujours, démythologise ces réalités. Et la Bible nous précise que le serpent n'était pas un être surnaturel, c'était un animal des champs, comme tous les autres que Dieu avait créés. Même s'il était le plus haroum, alors c'est très intéressant, ce mot haroum, le plus intelligent, l'intelligence, la prudence du serpent, haroum, la prudence aussi. Hein, le serpent est un animal qui sait se garer, se cacher, etc. Il était haroum, donc il était subtil, intelligent, fin, mais il était nu aussi. Haroum, ça veut dire nu. Hein. Comme l'homme et la femme, finalement, étaient nus aussi. Hein.
Et donc là, il y a tout un jeu de mots aussi sur la nudité du serpent et la nudité de l'homme au commencement. Et finalement, le serpent est un être vivant comme les autres. Il n'est pas immortel. Il y a une démythologisation, justement, de ce qui était dans l'Orient ancien une quasi-divinité. Dans le monde entier, d'ailleurs, on trouve ça en Chine, le mythe du dragon. Qu'est-ce que c'est que le dragon, si ce n'est un serpent extraordinaire. Bon. Et même si le serpent ensuite va être possédé, comme les animaux peuvent être possédés, il va être possédé par l'adversaire, il va prêter sa voix à l'adversaire, mais le serpent n'est rien d'autre qu'un animal comme les autres. Bon, alors ça, on trouve ça sur les sceaux anciens. De nombreuses représentations de serpents, on les trouve aussi sur des poteries. Par exemple, les poteries qui viennent de la Méditerranée en particulier sont souvent ornées de serpents, parce que juste le serpent est un animal divinisé. Et encore, je pense qu'en Afrique, je ne sais pas, Marc nous dirait peut-être ça aussi, le culte du serpent aussi, je crois dans certaines tribus est très très répandu. Vous savez qu'en Inde, les serpents, même les serpents venimeux, dangereux comme les cobras, sont vénérés, on leur apporte à manger, etc. Il y a des cérémonies. Bon, les Indiens d'Amérique du Nord avaient pour habitude, comme rite d'initiation, de capturer vivant des crotales ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez, le serpent est toujours un animal qui a fasciné l'homme. Le serpent joue un rôle important aussi dans le culte du vaudou, en Haïti, etc., dans toutes ces régions-là, quoi. Bon, voilà, si vous voulez, en gros, ce qu'on peut dire de l'époque du Bronze Ancien. Donc, l'époque du Bronze Ancien, époque qui couvre à peu près tout le 3e millénaire, donc avec 3 ou 4 périodes. La première période correspond donc à l'époque de l'Ancien Empire égyptien. Ensuite, les deux autres appartiennent aux dynasties 6, 7 et 8, 8, 9, 8 et 9. C'est une période de grand bouleversement. C'est une période transitoire où, entre le bronze ancien et le bronze moyen, où on a des grands bouleversements démographiques dans tout le Moyen-Orient. Ça veut dire que cette période-là, il y a des populations nouvelles qui viennent du désert et qui vont profiter de l'affaiblissement des grandes civilisations, aussi bien de la civilisation de Mésopotamie que de la civilisation d'Égypte, pour pénétrer dans toute cette région de ce qu'on appelle le croissant fertile, pour tenter de s'y établir, pour profiter justement de cette période de relâchement. Et il va y avoir donc, au début de la période suivante, ce qu'on va appeler la vague des Amoréens. Les Amoréens, c'est une population, c'est un ensemble de populations qui viennent des déserts d'Arabie, mais aussi qui viennent des régions du nord de la Mésopotamie, c'est-à-dire des montagnes d'Iran, des montagnes de Turquie, la région de l'Ararat, etc., et qui sont des populations sémites, mais qui sont différentes des Akkadiens. Les Akkadiens sont finalement ce qu'on appellera les sémites de l'Est. Les Amoréens, ou les Amorites, vont être ce qu'on appellera les sémites de l'Ouest. Alors évidemment, il y a des points communs entre les Akkadiens et les Amoréens, mais il y a aussi des différences. Au point de vue linguistique, il est évident qu'il y a une grande proximité. Maintenant, les Amoréens parlent une langue différente de l'akkadien. Ils ont des coutumes et des cultes qui sont aussi différents de ceux des Akkadiens, et ils représentent donc une population tout à fait nouvelle. Cette population nouvelle, elle va d'abord pénétrer en Mésopotamie, évidemment, qui est le grand centre de civilisation de l'époque, mettre fin donc à l'Empire akkadien, mettre fin aussi aux cités-États du sud de la Mésopotamie, et en particulier à la brillante civilisation d'Ur. Ur, et donc, si vous voulez, à la fin, si vous voulez, vers 2300 avant Jésus-Christ, vous avez un affaiblissement donc du pouvoir akkadien. Je rappelle ce qu'on a dit en sujet de l'histoire de la Mésopotamie. L'histoire de la Mésopotamie commence au début de la période par la création des cités-États sumériennes,
dont Ur est la principale, mais on a aussi Babel, Erer, Uruk, en sumérien, Calné, Lagash, etc. Plus au nord, on a les villes d'Assyrie, Ninive, Calar, etc. Et là, si vous voulez, la première civilisation est une civilisation qui est composée de cités-États. Ça veut dire qu'il n'y a pas un empire unifié, contrairement à ce qui se passe en Égypte, mais on a ici des cités dont le roi ne règne que sur la ville principale et sur ce que la Bible appelle ses filles. Ça veut dire des villes secondaires qui dépendent de la ville principale, mais que tout ça c'est des tout petits États, en quelque sorte. Ce sont ce qu'on appelle des cités-États. Bon. Deuxième période, au début du millénaire, arrivée donc des Akkadiens, donc un peuple sémite, tandis que les Sumériens ne sont pas des sémites, et les Akkadiens vont créer avec Sargon Ier, Sargon d'Akkad, qui est vraisemblablement le Nimrod biblique, un empire unifié, le premier empire unifié, qui s'étend donc depuis le golfe Persique jusqu'en Assyrie. Donc premier grand empire de l'histoire humaine, en tout cas dans cette région-là, si on nommait évidemment l'empire égyptien. Vers 2400 avant Jésus-Christ, même un peu avant, disons, l'empire akkadien se morcelle. Il y a pénétration aussi de tribus qui viennent du désert et qui profitent justement de cet affaiblissement de l'empire akkadien pour s'installer dans la région, si bien qu'on connaît une période de décadence qui est contemporaine justement de la décadence égyptienne, de l'ancien empire égyptien. Bon. 2300 avant Jésus-Christ à peu près, on a ce qu'on appelle la Renaissance sumérienne. Renaissance sumérienne qui débute à Ur, sous l'impulsion d'un roi extrêmement dynamique qui va prendre le pouvoir dans cette ville, qui s'appelle Ur-Nammu. Ur-Nammu va créer donc une civilisation, la civilisation néo-sumérienne, comme on l'appelle, donc, puisque c'est une renaissance, qui va dépasser par ses fastes la splendeur de la civilisation initiale. Et l'apogée, si vous voulez, de la civilisation égyptienne, c'est la troisième dynastie d'Ur, finalement, puisque Ur-Nammu inaugure une troisième dynastie. Bon, là, Ur devient, comment dirais-je, la perle du monde ancien, quoi. C'est la cité la plus développée sur le plan d'une urbanisation. Bon, la ville est dominée par un ziggurat, c'est-à-dire une tour à étages, prototype de la fameuse tour de Babel, qui est ce qu'on appelle la maison du ciel et de la terre. C'est un édifice qui met en relation le ciel et la terre, comme on le trouve dans la Bible avec l'histoire de la tour de Babel. Au sommet du ziggurat se trouve donc le temple du dieu local, le dieu lunaire, le dieu Nanar, ou le dieu Sin, n'est-ce pas? Nanar, c'est donc en akkadien, et Sin, c'est en sumérien, oui. On y soit qui mal y pense. On trouve alors surtout un système d'urbanisation extrêmement développé, avec un tout à l'égout. Chaque maison a ses latrines qui sont reliées à ce tout à l'égout. Chaque maison a des salles de bain extrêmement sophistiquées, des maisons qui sont à plusieurs pièces. Bon, on trouve aussi alors des écoles où les élèves apprennent toutes sortes de choses, et notamment ce qui a été stupéfiant pour le professeur Léonard Woolley, qui a fouillé Ur 3 à cette période, ce sont le degré de connaissance mathématique qu'avaient acquis les Sumériens.
Et les élèves, donc, dans ces écoles, savaient extraire des racines carrées, des racines cubiques, faire des fonctions et des choses comme ça. Donc, un degré de sophistication extrêmement important qui permettait d'ailleurs les travaux publics extrêmement sophistiqués, qui étaient donc le fait d'ingénieurs qui avaient des connaissances techniques et théoriques en algèbre, en géométrie et en arithmétique extrêmement développées, extrêmement poussées. Bon, le palais royal d'Ur était une véritable splendeur. Et on a trouvé à proximité, le professeur Léonard Voulet a découvert aussi les tombes royales d'Ur, avec alors là des trésors absolument extraordinaires. C'était des tombes collectives, évidemment, et on a retrouvé des sculptures alors d'une finesse extraordinaire en orfèvrerie. Par exemple, des feuilles d'or extrêmement minces qui représentaient des buissons ou des choses comme ça. Et c'est là, vous savez, qu'on a retrouvé notamment la sculpture très fine d'un bélier pris par les cornes, confère ce qu'on trouve dans Genèse 22 au moment du sacrifice d'Isaac. Hein. Des pierres précieuses qui étaient extrêmement finement travaillées. Hein. Maintenant, le professeur Voulet a trouvé dans les tombes royales d'Ur aussi les traces de drames absolument horribles. Lorsqu'un roi mourait, il était enterré, bien entendu, dans cette tombe, mais il était entouré avec tout son personnel, ses femmes, ses serviteurs et ses servantes qui l'accompagnaient dans l'au-delà. Ça veut dire que ces gens prenaient place dans la tombe avec leur roi défunt, on murait la tombe et ces gens mouraient par asphyxie au bout de quelques heures. Bon, c'était la coutume. Il ne faisait pas bon être femme ou serviteur de ces rois à cette période-là. Bon. Il semble tout de même que ces coutumes barbares n'aient pas duré de très très nombreuses générations. Maintenant, à la fin de cette période-là, ça veut dire vers 2100 avant Jésus-Christ environ, Ur III tombe en décadence. Et profitant justement de l'affaiblissement de cette civilisation néo-sumérienne, alors justement les Amoréens viennent s'installer dans cette région, avec d'autres populations qu'on appelle les Kashites. Hein. Donc, si vous voulez, les Amoréens vont venir s'installer à Ur, non pas la ruiner totalement, parce que ils seraient bêtes de le faire d'abord, ils vont s'installer à leur place. Donc on a fin de la civilisation néo-sumérienne et apparition d'une nouvelle civilisation qui sera la civilisation amoréenne, qui va justement s'établir sur la tradition sumérienne ancienne. Et parmi ces Amoréens, évidemment, on trouve la famille, les ancêtres d'Abraham. Les ancêtres d'Abraham appartiennent à ces Amoréens. D'ailleurs, la Bible en témoigne. L'Israélite qui devait apporter ses offrandes au temple le jour de la Pentecôte, au moment où il offre les premiers fruits dans le temple, doit dire « Mon père était un Araméen nomade au-delà du fleuve ». Un Amoréen nomade, je veux dire, au-delà du fleuve. Bon. Amoréen, c'est un terme qui a été... c'est un mot égyptien, en fin de compte. C'est un terme qui a été donné à ces populations par les Égyptiens, qui ont aussi eu affaire justement avec ces Amoréens. La vague des Amoréens les a aussi touchés. Et la fin justement de cette période est aussi une période dans laquelle les Amoréens vont pénétrer en Égypte et y installer alors là un véritable chaos, qui ne prendra fin qu'avec l'apparition des rois extrêmement vigoureux, les rois de la 11e et surtout de la 12e dynastie égyptienne, qui vont être les rois qui vont donner naissance à ce qu'on appelle le Moyen Empire égyptien. Et les Égyptiens vont appeler ces gens-là les Amoréens, ça veut dire les gens qui sont originaires du pays d'Amourou. Amourou, c'est le pays de Canaan, finalement, c'est le pays d'Israël, que les Égyptiens désignent de cette manière. Amourou, ça vient donc en égyptien d'un mot qui signifie le pays des montagnes. L'Égypte est un pays particulièrement plat. Et par contre, dès qu'on dépasse le Sinaï, ce qui frappait les Égyptiens, c'était qu'ils entraient dans un pays montagneux.
Évidemment, ce n'étaient pas des montagnes qui s'élevaient aussi au l'Himalaya. Les montagnes du pays d'Israël, la plus haute culmine à 1200 mètres. Enfin, c'est déjà relativement important, le mont Canaan, à Tzfat. Mais, disons, la hauteur moyenne, c'est 700-800 mètres, de la chaîne de montagnes qui va du nord au sud. Mais pour les Égyptiens, c'était le pays des hautes montagnes. Par conséquent, pour les Égyptiens, le pays de Canaan, c'était le pays d'Amourou. Et alors, ceux qui étaient venus s'établir dans le pays de Canaan étaient les Amoréens. En effet, justement, le pays de Canaan, le pays d'Amourou, est un pays qui se trouve au carrefour de tous ces différents courants qui vont se manifester à la fin de l'époque du Bronze Ancien et au début du Bronze Moyen, ce que Miss Kenyon appelle la période intermédiaire. Elle appelle ça période intermédiaire. Et le peuplement du pays de Canaan à cette période-là va être un mélange de toutes sortes de populations d'origine très très diverses. Et là va se créer une civilisation tout à fait originale, une espèce de melting pot qui va devenir finalement ce que la Bible appellera la civilisation cananéenne. Bon, Canaan, c'est aussi un mot égyptien. Finalement, les Égyptiens distinguaient deux régions dans ce pays. La région des plaines, c'est-à-dire la plaine côtière essentiellement jusqu'au Liban, jusqu'en Phénicie. On a vu l'importance que les Égyptiens attachaient justement à la Phénicie, aux villes essentiellement maritimes de Phénicie. Et cette région était un pays plat. Et alors, ce qui était une des grandes richesses des Phéniciens, notamment, c'était la culture du murex. Le murex, c'est un coquillage qui vient se fixer sur les rochers de cette région, des côtes découpées du Liban, de Phénicie, et qui sécrète un liquide jaunâtre qui, quand il sèche, devient bleu, rouge, violet, pourpre, etc., et qui était la seule teinture que l'on connaissait à cette période. Les Phéniciens s'étaient spécialisés dans la culture et le commerce du murex et des teintures. Bon, pour teindre un vêtement, une tunique par exemple, il fallait des millions de coquillages. Des millions de coquillages qu'il fallait tuer pour extraire quelques gouttes de ce précieux liquide. Autant dire qu'un vêtement teint valait plus cher que l'or. D'où, par exemple, la jalousie des frères de Joseph, parce que son père lui avait fait une tunique, justement, coutonnette passime, une tunique colorée en pourpre. Vous vous souvenez aussi de ce qui nous est dit dans le cantique de Déborah, lorsque elle imagine la mère de Sisera qui attend qu'il revienne. Pourquoi tarde-t-il à venir? Ne trouve-t-il pas du butin, des esclaves, des jeunes filles pour chaque guerrier, et des vêtements teints? Des vêtements teints. Ça faisait partie du butin, évidemment. Et les Phéniciens se sont enrichis grâce à ce commerce du pourpre. On retrouve à l'époque du Nouveau Testament, Lydie était marchande de pourpre et elle roulait sur l'or. Elle était une des premières converties au christianisme et on comprend que l'église de Philippe ait pu aider financièrement l'apôtre Paul, et Paul n'a pas eu trop de scrupules à accepter cette aide parce que justement l'essentiel de la population, enfin de l'église de Philippe était composé de marchands de pourpre, de gens qui étaient par conséquent, par définition, extrêmement riches. Et les Phéniciens se sont mis à exporter ce pourpre dans tout le bassin méditerranéen. C'est comme ça qu'ils sont devenus un peuple de commerçants. Maintenant, le mot phénicien, c'est le mot qui vient du mot Canaan, poénie, phéni, ça veut dire le murex en grec, et le mot phénicien, c'est un mot grec. Les Phéniciens, c'est ceux qui vendaient le pourpre, c'est comme ça que les Grecs le connaissaient. Et finalement,
la racine ken, cananéen, ça signifie la même chose. Donc les Égyptiens appelaient la région côtière et la région des plaines Canaan, parce que on y vendait le pourpre. Là, les habitants faisaient le commerce du pourpre. Et les habitants des montagnes, les habitants de l'intérieur du pays, s'appelaient les Amoréens, le pays d'Amourou, le pays des montagnes. Le pays plat, c'était pour les Égyptiens le pays du pourpre, Canaan, et la région des montagnes, c'était le pays d'Amourou. Et c'est très intéressant de noter que la Bible, par exemple, le livre de Josué, fait la différence. Par exemple, Josué va conquérir à la fois le pays qui est peuplé par les Cananéens et le pays qui est peuplé par les Amoréens. Les Cananéens, ce sont les habitants des plaines, et les Amoréens, ce sont les habitants des montagnes. En cela, il suit exactement la définition qui en est donnée justement par les Égyptiens. Donc ici, les Amoréens sont ce peuple qui est finalement un conglomérat de toutes sortes de tribus qui viennent justement, qui sont des Sémites de l'Ouest, et qui vont s'installer dans toute cette région du croissant fertile, et notamment dans le pays de Canaan, et que finalement, à toutes ces populations disparates, les Égyptiens vont donner le nom général d'Amoréens et Cananéens. C'est donc à partir de ce moment-là que naît véritablement la civilisation cananéenne, qui n'est pas une civilisation originale du pays, mais qui est encore une fois un conglomérat de toutes sortes de civilisations, de toutes sortes de tribus d'origine très diverses, mais qui ont tous en commun justement d'être des populations sémites, des sémites de l'Ouest, parce qu'ils viennent justement s'établir à l'Ouest, tout simplement. Donc, si vous voulez, avec l'arrivée des Amoréens, la vague des Amoréens, apparaît une nouvelle période, justement, qu'on appellera l'époque du bronze moyen. Un dernier mot pour dire que des gens comme Wittgenstein et les nouveaux historiens, les nouveaux archéologues, ont nié la réalité de cette vague des Amoréens, en disant que, les sources anciennes en parlent, mais qu'en fait, c'est une fiction, etc. C'est une fiction égyptienne. Finalement, c'est extrêmement difficile de nier cette vague des Amoréens, parce que même les nouveaux archéologues sont obligés de reconnaître que une nouvelle civilisation apparaît à cette période. Ça veut dire 2100 avant Jésus-Christ environ. Une nouvelle civilisation apparaît dans tout le Moyen-Orient. Une civilisation, et notamment dans le pays de Canaan, ils sont obligés de dire que c'est pour eux, ils estiment que c'est la dernière grande vague d'immigration. En tout cas, ils sont tous d'accord pour reconnaître que c'est à partir de ce moment-là qu'on peut vraiment parler d'un peuple cananéen, d'une civilisation cananéenne. Et certains archéologues, plutôt que de parler de bronze moyen, parleront de période cananéenne moyenne. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut véritablement employer cette expression cananéen. Voilà. Est-ce que vous avez... Oh, j'ai dépassé mon heure. Est-ce que vous avez des questions à poser ? Cette période de transition durera à peu près combien de temps ? 2300 à 2100 à peu près. Ouais. J'ai pas relevé tout à l'heure, vous avez parlé de Sargon Ier, là, son empire s'étendait. De quoi ? L'empire de Sargon Ier. Sargon Ier du golfe Persique jusque Mossoul actuel à peu près, quoi. Mossoul, c'est-à-dire tout le bassin du Tigre et de l'Euphrate, quoi. Mossoul actuel, le pays des Kurdes, là. La frontière de la Syrie actuelle, si tu veux, grosso modo. Bien, autre chose ? Bon, eh bien, on va s'arrêter là.